Bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter de la montée du protectionnisme au 19e siècle et comment la Suisse a fait face à cette montée du protectionnisme. Et c'est des sujets qui, évidemment, entrent en écho avec, avec des questions qu'il y a actuellement, comme les droits de douane que Trump impose à la Suisse, ou bien la question de la relation de la Suisse avec l'Union européenne. Et ben, l'histoire ne se répète pas, mais c'est possible qu'elle peut donner un éclairage sur l'actualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à ces épisodes qu'il y a eu au 19e siècle. Et pour ça, on a la chance d'avoir avec nous Cédric Humer. Bonjour, Monsieur Humer. Bonjour. Et donc, vous enseignez à l'université de Lausanne et aussi à l'EPFL, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et vous avez publié plusieurs livres, et notamment celui-ci que j'ai utilisé pour préparer cet entretien. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cet entretien, et je vous donne directement la parole pour nous expliquer un peu la situation qui s'est passée de montée du protectionnisme après la défaite de Napoléon. Alors, je préciserai juste que j'ai en fait publié ma thèse autour de ces questions de douane. Et donc, le petit livre que vous avez montré a une synthèse qui est beaucoup plus large, mais ma thèse de doctorat portait sur les relations entre l'économie et l'État. Et dans ce cadre, j'étudie toutes les questions douanières sur l'ensemble du 19e siècle. Alors, par rapport à la situation après les guerres napoléoniennes en 1815, on a ce qu'on appelle le traité de Vienne qui reconfigure l'Europe. Et dans ce cadre-là, on attribue à la Suisse, sous l'influence largement de la Grande-Bretagne, un rôle bien spécifique. On voit la Suisse comme un État tampon neutre entre l'Autriche et la France pour assurer l'équilibre européen et donc la paix à plus long terme. Il faut être conscient que dans cette Europe de Vienne, les États allemands ne sont pas encore unifiés. On a donc toute une série d'États allemands qui sont concentrés dans ce qu'on appelle la Confédération germanique. Et donc, on a une pression du côté de l'Allemagne qui est quand même moins forte qu'à partir de l'unification en 1870. Du côté des États italiens, ils ne sont pas non plus unifiés. On unifie l'Italie en 1859. Et donc, certains sont sous domination autrichienne et d'autres sous l'égide du royaume de Sardaigne, de Piémont-Sardaigne. Voilà, donc on a une carte européenne relativement différente. Il faut juste le préciser peut-être avant d'entrer dans notre analyse. Alors, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue commercial à ce moment-là? On a un double choc. Napoléon, pendant son règne, a mis en place ce qu'on appelle le blocus continental. C'est donc une barrière douanière qui entoure l'Europe continentale contre la concurrence anglaise, qui à l'époque est très forte parce qu'on a l'industrialisation qui a de l'avance en Angleterre, et donc on a les produits anglais qui inondent l'Europe. Donc pendant la période napoléonienne, la Suisse est protégée par ce blocus continental, ce qui lui permet notamment de développer son industrie du coton. Au moment de la chute de Napoléon, ce blocus continental tombe, et donc on a un afflux de produits industriels anglais qui va fortement ébranler l'industrie suisse, en tout cas ce secteur-là. Et puis, en conséquence de cet événement-là, il y a toute une série d'États européens qui vont eux-mêmes imposer des taxes douanières, qui vont se protéger de ces produits anglais pour pouvoir eux-mêmes développer leur industrie. Donc c'est à la fois
une arrivée de produits sur le marché suisse et puis on n'arrive plus bien à exporter nos produits parce que l'ensemble des pays européens qui nous entourent prennent des mesures protectionnistes. Mais Alors, si j'ai bien compris, c'est par rapport à la Grande-Bretagne, surtout qui est en avance dans la révolution industrielle. Et pourquoi est-ce qu'ils mettent aussi une protection vis-à-vis de la Suisse qui est... On a un peu l'impression qu'ils veulent se protéger de la Grande-Bretagne et puis en même temps, bah, ils mettent des barrières vis-à-vis de la Suisse. Alors, c'est des barrières vis-à-vis de toutes les concurrences, la Grande-Bretagne, la Suisse, mais également finalement les autres États européens qui sont aussi en train d'essayer de développer leur industrie. Donc, on a vraiment une protection du marché intérieur contre l'ensemble de la concurrence. C'est dans cet Ok. ordre-là. Et ça se fait de manière progressive, mais rapide. Je peux vous dresser rapidement l'ampleur cette vague. On peut même parler de déferlante protectionniste en Europe à ce moment-là. C'est la France qui, je dirais, mène le bal. Entre 1814 et 1822, elle met en place un système protectionniste extrêmement serré. Elle interdit certains produits à l'importation. Elle met en place des taux protectionnistes extrêmement élevés, beaucoup plus élevés que les taux dont on parle aujourd'hui. On a d'abord un protectionnisme industriel et par la suite, on a même un protectionnisme agricole qui va empêcher l'exportation de produits agricoles suisses comme le fromage ou le bétail. Donc c'est un choc violent puisque la France était le marché numéro un de la Suisse au XVIIIe siècle. Et à partir de là, la réaction des autres pays, les Pays-Bas entre 1816 et 1822 mettent également en place toute une série de mesures protectionnistes. L'Empire d'Autriche, à partir de 1817, met de fortes protections dans ses possessions italiennes, dans le royaume de Lombardie et de Vénétie, également au Tyrol. On a l'Espagne qui interdit les importations de cotonnade en 1817. En 1822, c'est autour de la Russie. En 1824, c'est autour de la Sardaigne. Donc, on a vraiment quasiment l'ensemble des marchés, excepté quelques marchés allemands, qui se ferment à l'exportation suisse. En Suisse, on a une grosse crise économique en résultat de ces politiques commerciales. On a notamment l'industrie du coton qui est décimée. C'est 50 à 60 000 emplois qui sont supprimés. À l'époque, on avait seulement 2 millions d'habitants, on n'en avait pas 10. Donc c'était vraiment un choc énorme. Et puis, on a également tous les cantons agricoles qui sont en difficulté en lien avec ces restrictions douanières. Voilà, donc on a vraiment un double choc commercial avec la fermeture non pas d'un marché comme on l'a actuellement avec les États-Unis, mais de quasiment tous les marchés européens qui sont à l'époque très très dominants dans l'exportation suisse. Donc un choc de grande ampleur et puis qui est... Parce que important quand même, vous avez mentionné le nombre de pertes d'emplois et des... Parce que on pourrait s'imaginer qu'à l'époque, il y avait moins de commerce international, que la Suisse était un peu autarcique et que le commerce international avait moins d'importance qu'aujourd'hui. Mais si je vous comprends bien, la Suisse n'était pas du tout autarcique. Ce commerce international était très important pour la Suisse. Alors, on n'a malheureusement pas de chiffres, on n'a pas de statistiques à l'époque, donc c'est difficile de mesurer ce que signifient les marchés extérieurs par rapport aux marchés intérieurs. Ce qu'on peut dire, c'est que qualitativement, l'exportation est peut-être même plus importante qu'aujourd'hui. Parce que l'industrialisation, elle ne peut se faire que si on exporte.
Le marché suisse est insuffisant pour absorber une production industrielle de textiles, d'horlogerie, et donc si on n'a pas les marchés extérieurs, on ne peut pas véritablement développer l'industrie. Donc c'est vital pour le développement économique de la Suisse. Et un deuxième secteur qui est très important à l'époque, qui permet l'accumulation de capital et qui sert beaucoup le développement économique de la Suisse, c'est le commerce international. Et de la même manière, ce qu'on appelle donc un commerce d'import-export, on a d'énormes difficultés à le pratiquer dans cette nouvelle configuration où le protectionnisme gagne du terrain. Donc, on a une grosse importance, même une importance qu'on peut dire vitale, à conserver des marchés extérieurs. Donc un choc très important. Et maintenant, alors comment la Suisse va réagir face à cette situation? Alors, on a une réaction que je qualifierais de multiforme. Il y a plusieurs aspects, plusieurs dimensions à la réaction des élites politiques et économiques de la Suisse. Alors, le premier élément qu'il faut mettre vraiment en évidence et qu'il faut souligner, c'est l'impossibilité de suivre le mouvement et d'adopter une politique protectionniste. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, ça, je viens de le dire, la consommation intérieure ne permet pas d'absorber la grande quantité des produits suisses. Les produits suisses phares de l'époque, c'est le textile de luxe, c'est l'horlogerie, c'est les fromages, c'est le bétail. La deuxième raison qui empêche une politique protectionniste, c'est l'absence de système douanier unifié qui empêche la Confédération de mener une politique commerciale cohérente. On n'a pas de douane fédérale aux frontières. On n'a que des systèmes douaniers cantonaux. Et troisième raison qui empêche les cantons en fait, de mener une politique commune, c'est qu'ils sont très très différents, encore plus qu'aujourd'hui, dans leur structure économique. Et donc, chaque gouvernement cantonal a certains intérêts et a finalement l'intérêt de mener une certaine politique douanière. Et on n'arrive pas à s'arranger pour dire on va faire une politique commune, et à ce moment-là, on aurait pu peser et être efficace. Donc, impossibilité de suivre le mouvement et donc de dire on va faire la même chose que tout le monde, protéger le marché intérieur et ça va nous suffire. Et donc, on réagit pour maintenir des marchés extérieurs de diverses manières. La première démarche, toutes ces démarches se font de manière parallèle, c'est clair, je vais les énumérer, c'est pas forcément l'une après l'autre, mais c'est plutôt qu'elles se déroulent parallèlement. La première démarche, elle est politique, c'est-à-dire essayer de combattre le protectionnisme français, en particulier, par des mesures de rétorsion. C'est-à-dire engager une espèce de guerre douanière contre la France en augmentant la taxation sur les produits français. Vous venez de dire que, au fond, la Suisse pouvait pas tellement jouer le même jeu de mettre des taxes douanières. Donc, ça va pas être si facile de faire une rétorsion contre la France. Alors c'est ça effectivement qui va se passer. Donc en 1822, on a un mouvement en faveur de l'abandon du libre-échange et donc au profit d'une politique de rétorsion. On a des cantons agricoles qui sont favorables parce qu'ils veulent plus profiter du marché intérieur et ouvrir la France à leurs produits. Et puis on a également des cantons industriels de Suisse orientale qui sont intéressés à la fois parce qu'ils veulent regagner le marché français, mais aussi parce que les États allemands, exigent de la Suisse
que les cantons participent à leur propre effort de guerre douanière contre la France. Et donc, ils menacent de fermer leur propre marché. Et ça ferait encore des marchés qui se fermeraient à l'exportation industrielle. Donc, on a quand même une série de cantons qui sont sous pression et qui vont décider de mettre en place des mesures. Mais les autres cantons s'y opposent, notamment les cantons marchands, commerçants de Suisse occidentale, également les cantons de Suisse intérieure. Et donc, on a une division à l'intérieur de la diète, et le seul moyen d'agir, c'est de faire un concordat entre différents cantons. Et on a donc le concordat de rétorsion contre la France, qui est voté en 1822 par 13 cantons et demi. Et donc, on va mettre une série de mesures en place qui seront appliquées cantonalement. Ça va pas être très efficace et très vite, cette alliance va se déliter. La France va obtenir de certains cantons qui laissent tomber les mesures. Et donc, déjà en 1824, moins de 2 ans après, ce concordat n'est plus en application. Et donc, c'est un échec total qui fait qu'on n'a pas résolu le problème donc, des débouchés extérieurs. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Alors, les autres solutions, premier élément, c'est le renforcement de la spécialisation des industriels suisses dans des produits de qualité à haute valeur ajoutée. Parce que ces produits-là franchissent plus facilement les murailles douanières et elles permettent, ces marchandises-là, de trouver des alternatives commerciales. Je vais y revenir par la suite. Donc, on a dès le départ l'industrialisation de la Suisse qui se fait plutôt avec des productions et des biens de qualité, on peut même parler de luxe, qui incorporent beaucoup de travail. Je l'ai déjà dit, des textiles, mais pas n'importe quel textile, des soieries, des indiennes, donc c'est des tissus imprimés, des broderies, des dentelles. Donc c'est des produits qui ont beaucoup de valeur ajoutée, donc qui sont relativement chers, et en plus ils sont légers, donc ils voyagent relativement facilement. Les coûts de transport ne sont pas très très importants, ce qui va permettre plus facilement de trouver des débouchés plus loin que dans les pays voisins. Et donc on a cette stratégie qui est maintenant appliquée. Je mentionne juste que cette stratégie de niche en fait de production va être élargie à la fin du 19e siècle, aussi avec des produits de haute technicité. À ce moment-là, on a notamment des machines ou ça commence d'être aussi des produits chimiques qui en fait franchissent les barrières douanières parce que personne d'autre les produit et les clients en ont vraiment besoin. Donc c'est un peu ça qui va se passer. C'est les tout débuts donc dans la période qui nous occupe, mais ça va permettre cette spécialisation deux alternatives commerciales. Premièrement, on va recourir massivement à la contrebande. Donc, on va exporter ces produits par la contrebande. C'est des produits qu'on met facilement dans un sac à dos et on passe les frontières vers la France dans le Jura, vers l'Italie par le Tessin ou les Grisons, un peu moins vers l'Allemagne parce qu'elle est moins protectionniste, mais aussi vers l'Autriche. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas beaucoup développé dans l'historiographie, mais qui est de grande importance pour le développement industriel et commercial de la Suisse dans cette première moitié du 19e siècle, en tout cas. C'est aussi très important pour le développement de ce commerce d'import-export que j'ai évoqué. À l'échelle internationale, on importe du tabac, du café, du sucre, des épices, c'est des produits chers, et on les réexporte. Du fait de ce protectionnisme, on doit également recourir massivement à de la contrebande. Et c'est assez intéressant de constater que même les autorités politiques suisses
estime que ce commerce relève de la légitime défense du petit État qui est étouffé commercialement par ses voisins. Juste un élément anecdotique mais assez significatif. Quand on met en place le premier système douanier suisse, on renonce à faire une statistique correcte pour que on puisse pas identifier ce commerce de contrebande dans les pays voisins. Et c'est à la demande des chambres de commerce du Tessin, de Saint-Gall et d'autres que le Conseil fédéral va dire on renonce à mettre en place une statistique qui défavoriserait ou plutôt qui favoriserait la lutte contre ces commerces de contrebande. Alors ça, c'est la première alternative. La plus importante, c'est la diversification des marchés d'exportation outre-mer. C'est-à-dire, on a des marchés voisins qui sont fermés, qui se ferment. Donc, on va, je dirais, à partir des productions qui voyagent facilement, développer un commerce vers l'outre-mer, qui est évidemment beaucoup plus complexe à gérer. Mais on a plusieurs choses qui vont faciliter ce passage des marchés européens vers les marchés d'outre-mer. Premièrement, cette spécialisation, donc ça, je ne vais pas y revenir. Et puis, on a déjà au XVIIIe siècle la constitution de réseaux marchands pratiquement sur l'ensemble du globe. On a des Suisses, on a des négociants suisses, en particulier dans l'espace atlantique, qui participent à ce qu'on appelle le commerce triangulaire, avec notamment le commerce esclavagiste. On a des Suisses qui sont un peu partout et qui peuvent servir, je dirais, de base pour développer ensuite ce commerce d'exportation mondialisé, qui se mondialise en l'espace, je dirais, de 2 décennies au début du 19e siècle. Donc là, on a un effort très rapide. Je prends l'exemple du commerce de Saint-Gall, qui exporte des mousselines, donc des tissus de coton, de luxe ou des broderies. En 1815, ils exportent par Trieste vers le Levant, c'est donc tout le Moyen-Orient. Dans les années qui suivent, on développe des marchés vers la Russie, vers la Perse, l'Iran actuel, et même vers la Chine. On vend aussi de l'horlogerie en Chine dans les années 1820. Donc, c'est vraiment une expansion impressionnante et assez rapide vers ces marchés beaucoup plus lointains. Dans ce mouvement, les deux Amériques, du Sud et du Nord, vont jouer un rôle fondamental, et en particulier les États-Unis dès 1820. Parce qu'on a à l'époque une complémentarité, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, une complémentarité entre les deux économies, ce qu'on appelle les sister républiques à l'époque. On a une Suisse qui est industrialisée déjà et qui donc exporte des produits plutôt de luxe. La Suisse a aussi beaucoup de main-d'œuvre. L'essentiel de l'émigration suisse de la première moitié du 19e siècle part vers les États-Unis, en lien avec la conquête de l'Ouest. C'est des agriculteurs qui sont bienvenus pour exploiter les territoires aux États-Unis. Et puis finalement, la Suisse a aussi beaucoup de capitaux déjà à l'époque, et elle exporte des capitaux vers les États-Unis qui en ont besoin, notamment pour la construction des chemins de fer. En contrepartie, les États-Unis, ils sont à l'époque très agricoles. Ils commencent l'industrialisation dans certains secteurs, mais ils sont encore très agricoles. Et donc, ils exportent du tabac, du coton et de la graisse de baleine que l'on sert à l'époque massivement pour l'éclairage. Et donc, on a des échanges très intensifs entre les deux pays. Ce qui contribue à une croissance explosive de ces exportations vers l'outre-mer. Donc, en l'espace de 10 ans, on a vraiment ce phénomène qui se déroule intensivement et rapidement.
Et en 1825, on a déjà un fameux commerçant appenzellois qui s'appelle Johann Caspar Zellweger. C'est un grand commerçant, il a des filiales à Lyon, en Italie, et lui, il constate en 1825 qu'on a réussi à pallier la fermeture des marchés, en particulier du marché français, et il trouve ça que c'est une bénédiction. Il trouve que c'est fantastique parce que ça a permis d'être beaucoup plus indépendant de la France et notamment des marchands français. Donc, on s'émancipe de la tutelle française, à la fois économiquement, mais aussi politiquement, parce que les deux choses vont ensemble, par une implantation un peu partout dans le monde. Donc, il trouve que ce qui était une bénédiction, c'est ce protectionnisme qu'il y a eu en France et dans d'autres pays, qui était une catastrophe, qui était vécu comme une catastrophe sur le moment, mais finalement, parce que ça a obligé la Suisse à se diversifier, c'est ça qui a fait que c'était une bénédiction. J'ai bien compris. Oui, tout à fait. Et en fait, si on regarde la suite, je dirais, du développement économique de la Suisse, ça va être effectivement une bénédiction. Ça sera un atout fantastique d'avoir ces réseaux à l'échelle planétaire pour construire, je dirais, un développement économique. Et ça va profiter à la Suisse, en particulier dans la deuxième moitié du 19e siècle, quand on a ce qu'on appelle la première mondialisation du commerce, où là, on a vraiment une intensification très forte de l'économie mondiale et de la division du travail. Et là, les Suisses seront positionnés de manière très claire pour profiter un maximum de cette évolution. Donc, après, il faut aussi le dire que c'est pas tout le monde qui profite. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Je dirais, les grands gagnants, c'est le grand commerce international, c'est les industriels, mais les classes moyennes souffrent plus parce que eux, ils ont beaucoup de peine à diversifier leur marché. Ils n'ont pas les moyens de construire des réseaux commerciaux jusqu'aux États-Unis. Donc, il y a quand même aussi des perdants. Mais de manière globale, je dirais que dans le positionnement de la Suisse dans l'économie mondiale, c'est une bénédiction. Il me semble aussi que le centrage sur la qualité qui a été fait à cause de ce protectionnisme, après, ça s'est aussi avéré très utile parce que ça permet à la Suisse de surfer au fond. On fait toujours, encore maintenant, on fait des produits de qualité, et puis il y a de nouveaux pays qui émergent, qui s'industrialisent, qui font d'autres choses, des choses de plus simples, disons. Et nous, on est tant qu'on peut surfer sur cette première vague qui est la vague de l'innovation. Donc, soit on fait des choses que les autres ne peuvent pas faire, soit on fait la même chose que les autres, mais en meilleure qualité. Ça nous permet de surfer sur cette vague sans se faire engloutir simplement par les autres pays qui s'industrialisent après nous. Donc, j'ai aussi l'impression, dans ce sens-là, c'était une bénédiction. Tout à fait. Il faut juste préciser que là, la spécialisation à ce moment-là, elle se fait essentiellement parce qu'on a des salaires très bas en Suisse, ce qui nous étonne aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a trop de main-d'œuvre, on est un pays d'émigration, donc le marché du travail est extrêmement fluide et donc on peut avoir des salaires extrêmement bas. Et quand on a des produits à haute valeur ajoutée, évidemment que c'est un avantage fantastique et c'est ça qui permet aux Suisses de vendre des rubans de soie ou des cotonnades jusqu'en Indonésie, déjà dans les années 1820-1830. Donc là, c'est pas sur l'innovation, c'est un peu plus tardif qu'on va commencer. En fait, les Suisses, c'est un peu les Japonais du 19e siècle. On copie et puis on améliore et on produit bon marché. Ça, c'est le schéma industriel jusque vers 1880-1890. Et dès ce moment-là, on se positionne technologiquement à la pointe dans certains secteurs. On introduit à ce moment-là une loi sur les brevets qu'on n'avait pas avant.
parce qu'on voulait copier sans être condamné. Et donc, dès la fin du 19e, la stratégie est un peu similaire parce que on fait des produits assez spécifiques, mais c'est plutôt basé sur l'avance technologique. Peut-être encore deux choses sur ce succès dans la diversification des marchés. On a toujours exagéré en fait l'inaction de la Confédération. Je relève quand même que cette expansion est accompagnée par l'ouverture de consulats. On a un système consulaire qui est développé en parallèle à cette expansion des marchés. Juste une ou deux dates. En 1819, c'est le premier consulat d'outre-mer à Rio de Janeiro. En 1822, New York. En 1827, Mexico. 1834, Buenos Aires. Donc, on voit que dans les Amériques, c'est pendant cette période de diversification. On va également sur les autres continents progressivement. Et donc, on développe ces lieux finalement qui aident les marchands à se développer. Deuxième élément Mais fondamental. j'ai l'impression quand même que, disons, l'État a joué un rôle d'accompagnement. Il y a eu cette première tentative qui a échoué de mettre des droits de douane de rétorsion en Suisse, mais ça a plutôt échoué. Ensuite, il y a au niveau de la Confédération, vous dites ces consulats. Mais est-ce que c'est correct de dire que quand même disons, le centre de la réponse, c'était le privé, les producteurs, les commerçants. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'on n'a pas les moyens de mener une politique commerciale. C'est seulement à partir de l'État fédéral, avec un système douanier unifié, qu'on va commencer à pouvoir développer une politique commerciale cohérente. Le rôle de l'État dans cette expansion économique va s'accentuer à la fin du 19e siècle avec la mise en place de ce qu'on appelle une politique commerciale de combat, où on va beaucoup plus utiliser les douanes pour obtenir des traités de commerce qui facilitent l'exportation. C'est à partir de 1890 où il y a vraiment là une bascule avec un rôle nettement plus important de la Confédération. Mais ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, c'est essentiellement avant 1848, alors. Tout à fait, Ouais. oui, oui, oui. On a donc un deuxième élément pour ne pas attribuer tout le mérite aux Suisses et quand même, je dirais, rendre à César ce qui est à César. On profite énormément de l'expansion de l'Empire britannique durant cette période du début du 19e et par la suite également. On se met dans le sillage des navires anglais qui vont ouvrir les marchés un peu partout dans le monde, qui vont forcer les gouvernements à être libre-échangistes, et ils font profiter également donc les produits suisses de cette politique qu'on appelle la politique de la porte ouverte qui est imposée outre-mer. Et donc on a, pour répondre à votre question, cette politique, c'est un vrai succès, puisqu'en 1845, on a une répartition, alors c'est une évaluation, hein, c'est des chiffres qui ont été reconstruits a posteriori, donc c'est pas très précis, mais ça donne quand même des ordres de grandeur extrêmement intéressants. En 1845, les marchés européens ne représentent plus que 36% de l'exportation suisse. Les Amériques, 46%, Amérique du Sud, Amérique du Nord, avec États-Unis environ 25% à eux seuls. Et puis le Levant, donc tout le Moyen-Orient, 14%. Et l'Asie plus extrême-orientale, 4%. Donc, on a vraiment, on le voit, des marchés européens qui ont fondu et qui représentent plus que environ 36% des exportations suisses. Alors ça, c'est donc les deux solutions
commerciale, contrebande vers les marchés essentiellement d'Europe qu'on peut encore pénétrer, et puis diversification vers l'outre-mer. Je signale juste un élément qui va aussi jouer un rôle extrêmement important et dont on parle aussi aujourd'hui dans ces crises, c'est une amorce de la solution de la délocalisation de la production dans les grands espaces protectionnistes. Ça nous étonne, mais déjà dans les années 1830, on a des industriels suisses, notamment dans le domaine de l'industrie du coton, qui vont établir des unités de production dans les régions frontalières, en particulier dans le duché de Bade, donc un État du sud de l'Allemagne. On établit des filatures mécaniques et comme ça, on peut vendre facilement dans tout le marché de ce qui va devenir le Zollverein. On a également, même jusqu'à Naples, des Suisses qui ouvrent une filature mécanique de coton dans ce qu'on appelle à l'époque le royaume des deux Siciles. Donc, on a une amorce qui est encore pas extrêmement importante, mais je le signale parce que c'est une tactique commerciale qu'on va utiliser massivement à partir de 1880-1890 avec la création des grandes multinationales suisses, Nestlé, Brand-Boveri, déjà avant la Première Guerre mondiale. Et pour les travailleurs suisses, c'est utile ou bien au contraire, ça se fait contre eux parce qu'on délocalise? Alors, très souvent, c'est des cadres suisses qui vont gérer ces entreprises. Par contre, évidemment, ben, c'est quand même des emplois en moins sur le territoire suisse, c'est clair. Mais très souvent, ces entreprises se développent en synergie et puis l'unité de production en Allemagne, ben, elle va peut-être profiter des traités de commerce du Zollverein et puis celle qui est en Suisse va profiter des avantages que les marchés en Suisse ont par exemple dans l'Empire ottoman. Donc c'est très souvent, ça profite quand même à l'ensemble de l'entreprise et puis ça profite au développement économique de la Suisse. Et donc, c'est cet épisode qui explique, parce qu'il y a énormément de multinationales en Suisse comparé pour un petit pays, et c'est cet épisode-là qui explique pourquoi il y a autant de multinationales en Suisse? Alors, c'est l'épisode essentiellement de la fin du 19e siècle. C'est la crise qu'on appelle la Grande Dépression entre 1875 et 1895, où il y a un renouveau du protectionnisme en Europe notamment, mais aussi aux États-Unis. Et c'est là où il y a vraiment un développement massif. Et il y a des études qui ont été faites. On se rend compte que la Suisse, avant la Première Guerre mondiale, elle a autant de multinationales que 4 autres petits pays qui sont, si mes souvenirs sont bons, les Pays-Bas, la Belgique, je crois que c'était le Danemark et la Suède. Donc, c'est aussi lié je dirais, il faut des capitaux. Si vous voulez construire des unités de production à l'extérieur, vous devez avoir des capitaux. Et vu le développement de la place financière qui se fait à peu près en parallèle en Suisse, les entreprises industrielles ont des facilités pour mobiliser les capitaux et utiliser cette stratégie de délocalisation de la production. Voilà, j'en aurais terminé pour le premier choc. Oui, Je passe au deuxième choc qui serait la constitution du Zollverein. c'est ça, ouais. Le Zollverein, si vous pouvez rappeler ce que c'est. Alors, on peut dire que ce que je viens de développer va permettre à l'économie de sortir de la crise profonde de la sortie des guerres napoléoniennes. On a environ 2 décennies de bonne conjoncture, même si ça dépend un peu des secteurs, mais on peut dire que jusqu'au milieu des années, jusqu'à la fin des années 1830, on a, je dirais, ces stratégies qui fonctionnent bien et qui permettent vraiment un développement de l'industrie et même de l'agriculture suisse. On a à ce moment-là, je dirais, un nouveau choc protectionniste
c'est les États allemands qui étaient restés, ouais, je dirais, ils mettent en place quand même aussi quelques mesures protectionnistes, mais ils étaient restés ouverts, c'est-à-dire pour les producteurs suisses, on arrivait encore à exporter assez facilement, que ce soit du bétail, du fromage, mais aussi donc des textiles et de l'horlogerie vers ces États allemands. Euh, mais le problème, c'est que ces États allemands eux-mêmes vont avoir une réaction. Et c'est un long cheminement qui commence en 1819. On a les premières tentatives d'unifier, d'un point de vue douanier, euh, toute l'Allemagne. On a plusieurs conférences en 1819 qui essayent de réaliser cette unité, mais qui échouent. Il faut signaler qu'on essaye de faire participer les cantons suisses, en particulier les cantons de Suisse orientale, mais qu'il y a un refus des cantons suisses de participer à ces discussions. Après l'échec d'une alliance douanière générale, on a entre 1820 et 1823 ce qu'on appelle la conférence de Darmstadt, où les États du Sud, ceux qui sont frontaliers avec la Suisse, continuent les efforts et continuent d'essayer de s'unifier et de créer une union douanière. Là également, on a un échec qui permet aux Suisses de continuer donc leur exportation. Le premier résultat concret de ces efforts allemands, c'est 1828, une union douanière entre la Bavière et le Wurtemberg. C'est relativement limité, mais c'est quand même déjà deux États limitrophes de la Suisse qui se mettent ensemble et qui modifient leur taxation douanière. Le moment clé par rapport au Zollverein, la véritable création du Zollverein, c'est 1833, où là, c'est la Prusse, qui est donc une grande puissance, qui prend le leadership et qui met en place Zollverein allemand, auquel participent d'abord la Bavière, le Wurtemberg, et en 1835, on a également l'adhésion du duché de Bade, donc c'est le plus grand État limitrophe avec la Suisse. Donc en 1835, on a une union douanière allemande qui met en place un tarif commun qui est relativement protectionniste. Et donc là, évidemment, c'est un choc pour les producteurs suisses qui vont devoir réagir à cette constitution de l'union douanière allemande. Donc il doit y avoir une grande tentation de rentrer si on est invité, parce que vous avez dit qu'il y a des cantons dans les discussions préalables bien avant cela, il y avait des cantons suisses qui avaient été invités mais qui avaient refusé. J'imagine que que ce serait une option pour la Suisse de rentrer, que bon, la Suisse est en grande majorité germanophone, mais bon, il y a quand même nous les Romans, il y a le Tessin. Je pense au Grison, il parlait aussi le romanche plus que maintenant, mais est-ce que c'était une vraie option pour la Suisse de rentrer dans ce Zollverein? Alors la tentation, elle est grande, essentiellement en Suisse orientale, dans les cantons Thurgovie, Schaffhouse, Saint-Gall, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, l'industrie qui se développe dans ces cantons accorde de l'importance au marché allemand, avec notamment les foires de Leipzig et de Francfort, qui sont un gros débouché pour les textiles de Suisse orientale. Donc ça, c'est un premier élément. Et en 1833, donc, il y a une fermeture, notamment pour tout ce qui est des produits pas trop chers et pas trop de qualité. C'est vraiment une fermeture des marchés allemands. Deuxième chose très importante pour ces cantons, et même de manière plus large pour l'industrie suisse, c'est qu'à ce moment-là, la France interdit le transit par le territoire français. Donc les produits qu'on veut exporter outre-mer, notamment dans l'Atlantique, vers les États-Unis, vers l'Amérique, ne peuvent pas emprunter la France et arriver sur les ports français.
Et donc, les ports allemands et les ports hollandais sont indispensables. Et on craint fortement que le Zollverein, pour faire pression, nous interdise également le transit de marchandises. Et donc là, on a des craintes vis-à-vis de cette menace et donc une propension à dire il faut rentrer dans ce Zollverein. Et puis, troisième élément, on a à l'époque une véritable osmose économique entre la Suisse orientale et les États du sud de l'Allemagne, basée sur une complémentarité un peu du style de celle que j'ai évoquée pour les États-Unis. Les Suisses exportent certains produits et importent des produits essentiels comme le blé, le sel des États du sud de l'Allemagne. Et donc, la création du Zollverein casse en large mesure cette osmose. Et donc, les cantons concernés ont, je dirais, une tentation de rentrer dans le Zollverein. Alors, par rapport à ce qui va se passer, il faut peut-être dissocier deux choses. La réaction des élites économiques suisses et puis la réaction, je dirais, des classes moyennes qui ont beaucoup plus de peine à faire du commerce avec l'outre-mer. Donc, pour les élites, on met en place une commission à la Diète en 1833 pour discuter est-ce qu'il faut qu'on rentre dans ce Zollverein, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse par rapport à ce qui se passe en Allemagne. Alors là, on va, pour plusieurs raisons, minimiser le problème et on va dire c'est exclu qu'on rentre dans le Zollverein. Premièrement, on a une bonne conjoncture, comme je l'ai déjà dit, au début des années 1830, et la formule des marchés d'outre-mer fonctionne très bien. Deuxièmement, la politique protectionniste du Zollverein ne convient pas à beaucoup d'élites suisses. C'est pas leur intérêt d'avoir un marché protégé, même s'il englobe encore l'Allemagne. Ça va ralentir l'exportation vers d'autres marchés. Parce que si vous êtes protectionniste, vous produisez plus cher. Et donc, vous avez plus de peine à exporter. Vous produisez plus cher à cause qu'il y a des produits importés qui rentrent dans ce qu'on fabrique ou pour quelle raison? C'est la première chose, notamment les matières premières, mais surtout le coût de la vie est plus cher. C'est ce qui se passe maintenant aux États-Unis. Vous mettez des taxes douanières, ça fait monter le prix, notamment de l'alimentation. Et évidemment, les ouvriers, il faut augmenter leur salaire parce qu'ils doivent survivre. Ils sont à la limite vitale à l'époque. Donc, c'est une augmentation automatique des salaires. Et donc, on a vu qu'on jouait beaucoup sur des salaires bas. Donc, c'est pas avantageux pour des producteurs de broderie, d'horlogerie où pratiquement les salaires, c'est 70-80% du prix du produit. Donc là, on a un deuxième élément qui fait que certaines élites disent non, nous, ça ne nous intéresse pas, ça ne correspondrait pas à nos intérêts commerciaux. On gagnerait le marché sur le marché, enfin, de ce qui deviendra l'Allemagne, mais on perdrait sur d'autres marchés. C'est ça le point. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a l'aspect politique qui entre beaucoup en ligne de compte dans le refus de rentrer dans la Zollverein. Premièrement, ça voudrait dire entrer dans la sphère d'influence de la Prusse et des États allemands du Sud qui sont tous conservateurs. Et à l'époque, en Suisse, on vient de faire la régénération. Donc, c'est des libéraux radicaux qui ont pris le pouvoir dans la majorité des cantons suisses. Et donc, d'entrer dans la sphère d'influence économique, mais après, évidemment, qu'il y aura aussi une influence politique de la Prusse conservatrice, bah, c'est exclu pour toute une série d'élites, notamment industrielles et commerciales, qui sont radicales ou même libérales. Mais Et donc, ce Zollverein à cette époque, c'est purement une union douanière ou bien est-ce qu'il y a déjà des éléments politiques, disons, c'est lancé par la Prusse. Est-ce que la Prusse, elle a des ambitions de faire une entité politique plus tard à partir de ça? Et puis à ce moment-là, est-ce que c'est purement une union douanière ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses?
Alors non, dès le départ, en 1819, il y a ces premières réunions, le leader, il est assez connu, il s'appelle Friedrich List. Donc il dit il faut qu'on fasse une unité douanière, qu'on protège, qu'on développe notre industrie. Et il voit ça comme un peu dans la construction européenne. Il faut faire une union économique pour ensuite faire une union politique. Alors, ce n'est pas l'ensemble des protagonistes qui ont ces visions politiques, mais c'est tout à fait présent dès le départ. Et évidemment que les gens de l'époque voyaient très bien que la Prusse, je dirais, en réalisant ce Zollverein, va évidemment prendre de l'influence et avoir beaucoup plus de leviers pour pouvoir faire une unité allemande. Et donc, on a, par rapport à la question politique, encore deux éléments qui freinent les élites suisses. Entrer dans le Zollverein, c'est déplaire à toutes les autres grandes puissances européennes, et en particulier à la Grande-Bretagne, avec laquelle on développe à ce moment-là vraiment des relations très très intenses, qu'elles soient politiques et commerciales. Et donc, ça serait porter préjudice à des relations extérieures avec beaucoup d'autres pays. Et puis finalement, c'est ce que vous avez relevé, il y a une menace d'implosion de la Suisse. C'est-à-dire qu'il est difficile de convaincre tous les cantons d'entrer dans un Zollverein dominé par la Prusse, en particulier évidemment les cantons de Suisse occidentale, qui sont plutôt quand même orientés vers la France, d'un point de vue culturel, d'un point de vue même politique. Et donc, on voit une véritable menace d'implosion de la Confédération, et donc ça contribue aussi à une position je dirais assez clair en 1833, on ne rentrera pas dans le Zollverein. Le problème, c'est que à partir de la fin des années 1830, on a une nouvelle crise commerciale et économique liée à plusieurs éléments. Notamment, on a une grosse crise aux États-Unis, donc le marché américain s'étiole. On a la constitution du Zollverein qui limite quand même certains marchés. Et puis, on a un échec des négociations commerciales avec le Zollverein. Donc, on essaye d'avoir un traité avec ce Zollverein, mais on échoue. Et donc, on a une série d'acteurs économiques en Suisse qui sont essentiellement des classes moyennes, par exemple les viticulteurs, par exemple les artisans, par exemple, les petits industriels qui font du textile, des tissus en laine, des tissus en coton, mais pas de luxe. Donc, des productions qui normalement s'écoulent dans des marchés de proximité. Eh ben, tous ces acteurs-là entrent en crise et eux disent il nous faut des solutions parce qu'on est en train de faire faillite. Et donc, ils font pression pour une entrée dans le Zollverein. On a des démarches notamment dans le canton de Schaffhouse où on a une pétition qui demande l'entrée dans le Zollverein. Mais on a aussi certains qui cherchent d'autres solutions. Une autre solution qui serait un Zollverein suisse ou même, je dirais, centralisation des douanes dans les mains de la Confédération pour amorcer une politique de protection industrielle en faveur de ces classes moyennes. Donc, on a, je dirais, lié au Zollverein, des mouvements qui demandent, je dirais, des solutions pour mieux gérer les rapports avec le Zollverein allemand. Le Zollverein suisse, ça veut dire enlever les douanes intercantonales, c'est ça? Les douanes étaient au niveau cantonal, donc il y a des douanes entre cantons. Et ça veut dire qu'il n'y aurait plus que des douanes au pourtour de la frontière de la Suisse, quoi. Voilà, et après, on est conscient qu'on n'arrivera pas forcément à unifier tous les cantons. Donc, on commence par des tentatives de Zollverein régionaux, du fait qu'on a des intérêts très très différents. On a un Zollverein mené par Berne qui essaie d'agglomérer Argovie, Fribourg, Vaud, donc plutôt la Suisse occidentale,
avec des intérêts plutôt agricoles de plaine. Et puis, on a la Suisse orientale autour de Zurich qui essaie d'agglomérer une autre union douanière cantonale avec Saint-Gall, avec Argovie, et donc plutôt les cantons industriels. Et puis après, on essaye, en 1843, de mettre ensemble ces deux démarches en fondant la première grande association patronale suisse qui s'appelle le Schweizerisches Gewerbsverein, dont le principal objectif, ça serait de réaliser l'unité douanière de la Suisse, ce qui permettrait d'avoir une efficacité commerciale plus importante, de pouvoir notamment mieux conclure des traités de commerce qui facilitent l'exportation. Et après, quand on arrive à, disons, à la Constitution de 1848, là, il y a l'union douanière ou bien... Alors, les démarches faites par le Schweizerischer Gewerbsverein, on essaye à la fois de convaincre à la diète qu'il faut déléguer les compétences douanières et faire l'unité douanière totale, globale de la Suisse. Ça échoue, évidemment, parce que certains cantons ne sont pas d'accord et également, on a les troubles politiques, les conflits politiques en Suisse dans les années 1840 qui vont mener à la guerre civile du Sonderbund. Donc, c'est pour les cantons conservateurs exclus de se laisser intégrer dans une union douanière qui serait pilotée par les cantons libéraux et radicaux. Et donc, on a effectivement un déblocage de la situation avec la création de l'État fédéral et l'unification douanière qui est inscrite dans la Constitution de 1948 et ensuite réalisée en 1849 avec un système douanier fédéral aux frontières suisses et également, je dirais, un article dans la Constitution qui permet d'introduire des mesures de rétorsion contre les États qui seraient trop protectionnistes. Donc là, on a un outil maintenant qui permet d'intervenir beaucoup plus massivement du point de vue de l'État, de la Confédération. À ce moment-là, on a tout de suite un changement de statut de la Suisse à l'échelle internationale. On a premièrement les États-Unis et la Grande-Bretagne qui se disent « Ouh là là, attention », parce que maintenant, c'est la Confédération qui peut décider de rentrer dans le Zollverein. Donc, ça devient potentiellement beaucoup plus facile, même si, évidemment, d'un point de vue politique, on va pas le faire, mais il y a une certaine crainte. Et c'est intéressant de voir que c'est les États-Unis qui contactent la nouvelle confédération en 1850 pour lui proposer un traité de commerce qu'ils avaient refusé pendant 4-5 ans avant la constitution de l'État fédéral. Et dans l'argumentaire de l'envoyé spécial américain en Suisse, qui s'appelle Ambrose Dudley Menn, il dit au gouvernement américain, il faut faire un traité de commerce pour éviter que les Suisses soient attirés dans l'espace allemand. Parce qu'à l'époque, je dis rapidement, le commerce de tabac américain passe essentiellement par la Suisse, comme je l'ai dit, en contrebande. Le tabac est taxé de manière extrêmement forte partout en Europe, soit par les douanes, soit par des monopoles sur le tabac. Et donc, les Américains importent massivement ce tabac en Suisse et il est réexporté en contrebande vers les marchés européens. Donc, on conclut le premier traité de commerce de la Confédération en 1850 avec les États-Unis. Et la Grande-Bretagne suit assez vite et on conclut un traité en 1855 avec la Grande-Bretagne. En parallèle, on va, au lieu d'entrer au Zollverein, plutôt entrer en conflit de manière beaucoup plus forte avec le Zollverein. Parce que le Zollverein réagit à la nouvelle constitution et à la mise en place d'un système douanier suisse
par des menaces en disant ah vous avez augmenté la taxation sur nos produits, nous on va également augmenter la taxation sur les produits suisses. Et là on a une tentative de négocier quand même un arrangement qui échoue. Et là se pose la question pour la Suisse, est-ce qu'on va mettre en place une politique commerciale beaucoup plus agressive? Est-ce qu'on va prendre des mesures de rétorsion contre le Zollverein? Et là, il y a un débat assez musclé où les élites suisses sont pas d'accord. Certains disent qu'il faut, je dirais, se positionner comme maintenant un candidat sérieux d'un point de vue commercial en Europe pour aussi avoir une crédibilité par rapport aux autres États et essayer de regagner des marchés en Europe. Et puis, on a, je dirais, ceux qui profitent plus du commerce outre-mer, qui veulent rester dans le statu quo libre-échangiste et qui ne veulent pas engager une politique commerciale musclée. Et là, on a un affrontement, on a plusieurs débats. Et finalement, la Confédération décide de ne pas engager une guerre douanière contre le Zollverein. Et il faudra attendre 1869 pour qu'on ait un traité avec le Zollverein. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et on va poursuivre essentiellement dans ce qu'on appelle la perspective atlantique, donc continuer de développer les marchés outre-mer. Voilà donc un peu ce qui se passe avec le Zollverein. On peut dire que du point de vue des élites, vraiment des décideurs, ça n'a jamais vraiment été une option d'entrer dans le Zollverein. Essentiellement, bon, pour des raisons commerciales, mais aussi surtout pour des raisons politiques. Parce qu'il y avait un véritable danger de se faire aspirer ensuite politiquement dans l'espace allemand. Et en fait, disons, ex post, vu depuis maintenant, qu'est-ce qui se serait passé en fait si la Suisse était entrée dans le Zollverein? Quel est disons, le scénario d'histoire fiction le plus vraisemblable? Est-ce qu'elle serait finalement appartenue à l'Allemagne ou que sont devenues la plupart des entités qui étaient dans le Zollverein? Alors, très honnêtement, moi je pense en faisant un peu d'histoire fiction qu'on aurait assisté à une implosion de la Confédération. Parce que on avait quand même à l'époque le cœur de l'économie suisse, il est encore en Suisse occidentale, dans les grandes villes que sont Genève, Bâle et Neuchâtel, le lieu du grand commerce international, donc les capitalistes, les banquiers privés les plus puissants, c'est la Suisse occidentale, qui, elle, est vraiment arrimée, déjà depuis le XVIIIe siècle, à un commerce international de grande envergure. Et donc, pendant le concours de rétorsion, c'est ces milieux-là qui déjà font échouer le concours de rétorsion. Et je pense que si les cantons de Suisse orientale avaient vraiment fait pression et finalement peut-être été entrés en tant que canton dans le Zollverein, probablement qu'ils n'auraient pas suivi. Et est-ce que politiquement la Confédération aurait résisté à cette division? Pas sûr. Donc ça dépend un peu s'il serait rentré avant 48 ou après 48, parce que avant 48, on aurait pu imaginer que la Suisse se casse, qu'il y ait certains cantons qui rentrent dans le Zollverein et d'autres pas. Alors après 48, c'est plus envisageable. C'est tout un morceau, donc. C'est plus envisageable parce que la politique commerciale, elle est unifiée. C'est vraiment la Confédération qui a en charge la politique commerciale. Donc, on aurait plus. Il aurait fallu une division politique avant de pouvoir rentrer dans le Zollverein. Vous dites, après 1848, c'est plus possible pour la Suisse d'entrer dans le Zollverein, une fois, ou bien. Non, pour certains cantons seulement, et que ça aurait provoqué peut-être une scission politique. Parce que la Suisse, en tant qu'entité totale, est-ce qu'elle aurait pu, après 1848, si l'Assemblée fédérale l'avait décidé ainsi, entrer simplement dans le Zollverein? Alors, elle aurait pu, évidemment, elle aurait pu
par la suite, il y a des discussions sur la constitution d'union économique, d'union douanière. Il faut signaler qu'en 1865, la Suisse entre dans ce qu'on appelle l'union monétaire latine. C'est l'équivalent par rapport à la politique monétaire. C'est-à-dire que on se met dans un espace monétaire qui est dirigé par la France et qui inclut la Belgique, l'Italie et un peu plus tardivement la Grèce. Donc c'est un espace économique monétaire et donc la Suisse rentre dans cette union monétaire latine. Donc elle aurait très bien pu dire on rentre dans l'union, dans le Zollverein de manière compacte. Mais là, c'était encore plus difficile du fait que les milieux qui dominent cette confédération ne sont pas intéressés à la politique que mène le Zollverein. Ok. Juste une parenthèse, mais vous parlez d'union monétaire. La Suisse a gardé sa monnaie quand même, quand elle était dans cette union monétaire. Alors, sous le plan monétaire, on a avant 1848 ce qu'on appelle une anarchie monétaire. C'est encore pire que les douanes. Il y a la circulation de monnaie étrangère. Les monnaies ne valent pas la même chose dans chaque canton. Là, je signale qu'il y a une thèse de doctorat que j'ai dirigée qui vient d'être publiée sur la naissance du franc suisse, qui a été faite par monsieur Yann Chiarelli, qui a fait également un savoir suisse beaucoup plus accessible à tout le monde sur cette question-là. Et on se rend compte que là aussi, il y a des divisions parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Et quand on doit choisir un pied monétaire pour le franc suisse qu'on crée en 1850, c'est une lutte farouche entre le franc, qui est donc un arrimage au système français, et le florin, qui serait un arrimage avec l'Allemagne du Sud. Et on choisit le franc, et ça nous, je dirais, lie très fortement à la France à partir de 1850. Et on fait ce qu'on appelle un parasitisme monétaire, c'est-à-dire on n'émet pas assez de francs suisses pour les besoins. Donc on donne valeur légale aux francs français, mais aussi aux francs belges, aux francs de la Sardaigne, et on est quitte de frapper des monnaies, parce que ça coûte cher de frapper des monnaies d'or et d'argent. Et donc on développe, je dirais, une collaboration déjà avec cet espace monétaire. Et en 1865, on va encore plus loin parce qu'on met vraiment en place cette union monétaire latine où partout, dans tout cet espace, toutes les monnaies de ces pays sont admises légalement. Donc c'est une union monétaire, pas dans le sens d'avoir une seule monnaie pour tout le monde, mais il y a une multitude de monnaies et elles peuvent être utilisées partout, quoi. Alors, il y a une multitude de monnaies, mais elles sont toutes équivalentes. C'est-à-dire, elles ont le même contenu de métal, et donc elles peuvent être échangées partout, même si c'est appelé un franc belge ou bien un franc, franc suisse. C'est juste ce qui est imprimé sur la monnaie qui est différent. Voilà, et en fait, tout le monde s'appuie sur la France, qui est le gros réservoir monétaire qui permet d'être sûr qu'il n'y aura pas des crises monétaires, plus assez de monnaie pour faire fonctionner l'économie. Ah. Ok, alors je crois à moins que vous avez quelque chose à rajouter sur le Zollverein, j'ai l'impression qu'on a fait le tour là. Tout à fait. Et la question, c'est au fond, si on prend un peu de recul et on se dit un peu quels sont les enseignements qui peuvent ou non, je ne sais pas, être utiles quand on traite les questions actuelles. Quels sont un peu les enseignements qu'on peut tirer de ces épisodes du 19e siècle? Alors je dirais que il faut toujours faire attention, il faut prendre des précautions. Il y a des similitudes, ce qu'on appelle des homologies entre les périodes qui nous permettent de réfléchir. Mais évidemment, chaque période historique est différente, avec des acteurs différents, avec des enjeux différents. Mais à mon avis, on peut tirer deux enseignements assez généraux. C'est pas ça qui va nous permettre d'élaborer les stratégies actuelles, mais il faut peut-être en tenir compte. Premièrement, c'est peut-être relativiser la crise actuelle.
si on regarde la crise que j'ai décrite et également les crises successives, parce qu'on a une crise commerciale à la fin du 19e siècle que j'ai juste rapidement évoquée, qui est aussi assez importante. Puis après, si on prend l'entre-deux-guerres, alors là, on a un protectionnisme 10 fois plus massif encore qu'à la fin du 19e siècle, parce que là, on a carrément des interdictions, même les Suisses, c'est des contingents, c'est plus des taxes douanières, c'est vraiment une réglementation extrêmement lourde. Et l'État, je dirais, gère l'ensemble des flux de marchandises. Donc, par rapport à toutes ces périodes, on se rend compte que la période actuelle, c'est clair, c'est une déflagration par rapport à la période de l'après-deuxième guerre mondiale où le libre-échange s'est vraiment développé fortement avec notamment aussi l'Organisation mondiale du commerce, précédée par le GATT. Mais si on compare, en fait, actuellement, il n'y a que quelques pays qui se sont fermés, en particulier les États-Unis, alors que après les guerres napoléoniennes, c'est vraiment l'ensemble des marchés européens, en tout cas, et voire même encore d'autres marchés, qui sont devenus protectionnistes et qui se sont fermés. Et quand on dit fermé, là, pour les États-Unis, on parle, disons, de 39% ou 15, on verra, mais disons 39%. Et vous avez dit tout à l'heure, c'est un taux beaucoup plus bas que... Tout à fait. Ils sont moins fermés. Il y a moins de pays fermés et ils sont moins fermés aussi qu'ils l'étaient à l'époque. Exactement. On a des prohibitions, c'est-à-dire on a vu l'Espagne prohiber complètement l'importation des cotonnades suisses, la France également. On n'ose même plus traverser avec ces marchandises pour les exporter depuis les ports français. Donc on a toute une série vraiment de mesures extrêmement fortes qui ferment de manière beaucoup plus rapide et étanche certains marchés. Euh, donc ça, c'est un premier élément. La relativisation, je dirais, j'ai l'impression, si on regarde la crise Trump qu'on a actuellement, donc là, je crois que vous avez bien démontré que finalement, la Suisse a connu dans le passé disons, des protectionnismes qui étaient plus forts et plus étendus que ce qu'on a maintenant, et on a su à l'époque, finalement, passer à travers, résister à ça. Maintenant, pour ce qui est des unions douanières, j'ai l'impression que l'union douanière allemande était quand même moins menaçante, disons. Si on pense à l'Union européenne, elle est quand même tout autour de la Suisse. Elle est plus grande, son développement en tant qu'entité politique est aussi plus grand. Disons, c'est un interlocuteur plus difficile à contourner peut-être que cette union douanière allemande, je ne sais pas. Alors, peut-être encore par rapport à relativiser, à mon avis, il y a aussi des meilleures possibilités de diversifier les marchés aujourd'hui. Parce que les États-Unis, ça représente 17% des exportations suisses en 2024. Et l'Union européenne, ça représente 40% des exportations. La Chine, l'Inde et Hong Kong, 17%. Donc, par rapport à la crise des États-Unis, on voit que finalement 17%, ok, c'est important, mais on a la possibilité d'intensifier les échanges avec les autres partenaires qui représentent une part très importante des exportations suisses. Maintenant, par rapport à ce que vous évoquez et l'Europe, alors l'Europe, elle n'est pas extrêmement protectionniste, donc elle fait pression vis-à-vis de la Suisse, mais elle laisse quand même, je dirais, ses marchés ouverts, ce qui nous permet quand même de négocier. Et puis par rapport au rapport de force, alors d'un côté, c'est vrai que c'est difficile de manier l'Europe parce que c'est vraiment une puissance, c'est un marché extrêmement lourd. Mais la Suisse est importante pour l'Europe comme partenaire commercial.
je sais plus si c'est le premier ou le deuxième partenaire commercial de l'Europe, ou troisième. Mais, donc, on a de quoi négocier. Ce qu'on a beaucoup moins vis-à-vis des États-Unis, parce qu'on est marginal par rapport à l'exportation américaine, contrairement à ce qui se passait à l'époque où on avait quand même une certaine importance. Donc, les possibilités, je dirais, de trouver des solutions, elles dépendent à la fois de l'attitude des grands partenaires, mais aussi de finalement ce qu'on signifie pour eux. Est-ce qu'on a des outils, est-ce on fait le poids pour négocier. Et par rapport à l'Europe, c'est le cas. Et ça a été le cas pratiquement tout au long des 19e et 20e siècles, où à un certain moment, on a même pu jouer un peu sur la dimension financière, le pouvoir financier qu'on a aussi utilisé pour trouver des solutions commerciales. Alors, je dirais qu'actuellement, par rapport à l'Europe, on a quand même, d'ailleurs on l'a vu, on avait de quoi négocier parce qu'on a été patient, on a attendu très longtemps et ça n'a pas trop prétérité le développement économique de la Suisse. Donc, je pense qu'on peut trouver des solutions, d'autant plus que maintenant il y a une pression commune des États-Unis vis-à-vis à la fois de la Suisse et de l'Europe. Et en termes de diversification, du côté de jadis, on diversifiait, par exemple, sur les Amériques. Maintenant, est-ce qu'il y a encore, j'ai l'impression que c'est surtout l'Asie, disons, où on pourrait peut-être diversifier encore plus. Alors, effectivement, je pense que là, on a les pays émergents qui sont même plus émergents, c'est-à-dire que la Chine est bientôt dominante au niveau du commerce mondial. Donc la Chine, mais également l'Inde et Hong Kong, et également d'autres pays d'Asie. C'est vraiment le pôle dynamique actuellement. Et je crois que les autorités suisses l'ont très vite compris parce que on a déjà conclu des accords de libre-échange avec passablement de ses partenaires. On a également l'Amérique du Sud, le Mercosur, les Suisses également sont intéressés. On voit que l'Europe vient de conclure un traité avec le Mercosur. Donc, la situation actuelle permet encore d'envisager une diversification, d'autant plus que il y a aussi l'Organisation mondiale du commerce qui dit finalement on va essayer d'intensifier les échanges entre les pays qui, je dirais, résistent aux États-Unis. Donc il faut voir comment ça évolue. Est-ce que les pays qui restent fidèles, je dirais, à un minimum de libre-échange, vont réussir à s'entendre, à se coaliser et à conclure des traités. C'est ça, ouais. Peut-être qu'il faut, je sais pas si l'Organisation mondiale du commerce est encore l'arène dans laquelle ça peut se faire, puisque les conflits ne peuvent pas tellement être gérés, vu que je crois des juges doivent être nommés, et puis c'est les États-Unis qui bloquent pour nommer ces juges. Donc, au niveau de dans quelle organisation ça pourrait être fait, mais effectivement, ça serait bien que les pays qui essayent pas, disons, d'utiliser le commerce international pour faire des pressions politiques puissent davantage commercer entre eux et diversifier dans ce sens-là. Ouais. Alors, moi, je ferai pas plus le prophète, c'est pas le boulot de l'historien. Donc, je crois que c'est vraiment ouvert ce qui se passe. On est dans une période où vraiment il y a une reconfiguration, non seulement politique, mais justement aussi commerciale. Et donc, beaucoup de choses sont ouvertes. Et dans cette configuration, la Suisse, elle a un atout, à mon avis, c'est sa flexibilité,
sa capacité d'adaptation, qu'elle a quand même développée tout au long de ces deux siècles. Et c'est le deuxième enseignement, c'est finalement la multiplicité des parades trouvées au protectionnisme. On a donc la diversification des débouchés, on a quand même l'utilisation de la contrebande. Et ça, maintenant, c'est plus difficile, probablement. Probablement, mais je suis assez persuadé que la contrebande d'horlogerie pas forcément organisée par les acteurs suisses, mais ça va, c'est sûr que ça va se développer aux États-Unis d'une manière ou d'une autre. Il y a donc la spécialisation de la production, ça, on a, je dirais, des possibilités, donc il faut poursuivre, je dirais, la politique des hautes écoles. Il faut essayer d'éviter de faire des économies, à mon avis, sur les hautes écoles et la recherche, parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Ensuite, on a la production donc, de marchés protégés. En évitant comment dire ça, les protections des différents pays, en s'alliant et en ayant des traités efficaces. Ensuite, alors ça c'est à l'époque, mais est-ce que peut-être on va également recourir à ça, c'est la participation à une politique impérialiste d'ouverture de marché par la force. C'est-à-dire qu'on revient dans une configuration internationale qui ressemble à la fin du 19e siècle. J'ai parlé de la Grande-Bretagne et de son effort impérialiste et comment la Suisse avait profité de ces démarches. On peut se poser la question par rapport à ce que les États-Unis, mais aussi la Chine, avec la politique chinoise d'expansion, est-ce que les Suisses sont capables de se mettre dans le sillage et de profiter de ces politiques. Et puis, dans certaines configurations, les Suisses ont également utilisé des contreparties politiques pour obtenir une baisse de la taxation douanière. J'ai pas le temps de développer, mais on l'a fait notamment avec le traité de commerce avec la France en 1864. On a fait toute une série de concessions politiques pour obtenir les baisses de taxes sur, notamment, les rubans étaient taxés 50% moins cher dans le traité avec la France. Et en contrepartie, la bourgeoisie bâloise a décidé de ne plus faire opposition à l'établissement des Juifs français, qui était, je dirais, un aspect constitutionnel de 1848. Les Juifs français pouvaient être refusés à Bâle. Et il y a une pression française qui dit pas de traité de commerce sans établissement des Juifs français. Et là, il y a toute une discussion en Suisse. Est-ce qu'on va faire cette concession politique pour obtenir un traité? Et on lâche, et ça nous oblige à faire une révision de la Constitution en 1866 pour permettre aux Juifs suisses également de pouvoir s'établir partout en Suisse. Donc ça, c'est ce qui se passe aussi avec Trump. Est-ce qu'on fait certaines concessions politiques pour obtenir des baisses douanières? C'est aussi une possibilité. Est-ce que cette concession politique que vous mentionnez là, est-ce qu'elle était, disons, dans le pipeline, dans le sens que c'est quelque chose qu'on allait faire de toute façon? Je sais pas, parce que là, si j'ai bien compris, les Juifs suisses n'avaient pas le droit de s'établir, c'est-à-dire de produire certaines choses dans le canton de Bâle, ou est-ce que c'était ça? Et si c'était ça, est-ce que c'était quelque chose qui allait de toute façon, qu'on allait de toute façon éliminer comme restriction? Alors, pas du tout, mais c'est assez complexe et je vais essayer d'être très très succinct. En 1848, la Constitution suisse donne le droit d'établissement à tous les Suisses sur l'ensemble du territoire.
c'est en fait la création de la nation suisse. Avant, un Bernois était étranger dans le canton de Vaud, on pouvait le refuser. Avec 1848, un Suisse peut aller s'établir n'importe où. Habiter, s'établir, ça veut dire habiter. Oui, habiter. Ouais. Habiter en Suisse et y travailler. Mais on voulait éviter un afflux de juifs étrangers, notamment on avait peur que des Alsaciens viennent en masse, parce qu'il y avait des pogroms à l'époque en Alsace. Et donc, pour éviter un afflux, on a ajouté citoyens suisses de confession chrétienne. Et donc, ça excluait les juifs suisses de ce droit d'établissement et donc de la nation suisse, en résumant. Mais est-ce que Et c'est pas un ça, peu bizarre d'empêcher les juifs bernois d'aller à Bâle, alors que le souci, c'est qu'on ait des étrangers, des Alsaciens qui viennent à Bâle? alors, si vous voulez, à l'époque, vous avez ce qu'on appelle les traités d'établissement, qu'on a déjà avec à peu près tous les pays européens. Et le traité d'établissement, il reprend les conditions qui sont faites par la Suisse. Donc, si on accepte l'établissement des Juifs suisses partout en Suisse, on conclut un traité d'établissement avec la France, tous les Juifs français peuvent aussi venir s'établir parce que c'est l'égalité de traitement entre les citoyens des deux pays. Et donc, si on veut éviter que des Juifs étrangers viennent s'établir, c'était aussi les Juifs américains à l'époque, on a les mêmes problèmes avec les États-Unis. Si on veut éviter que les Juifs viennent s'établir, eh ben, on doit mettre cette clause dans la Constitution. Le Donc à problème, l'époque, c'est les Français non juifs pouvaient s'établir en Suisse sans rien demander à personne. tout à fait. Ah, ok. Et venir, on a un droit d'établissement, d'immigration qui est extrêmement libéral. Ah ouais, ouais, c'est extrêmement Euh, libéral. Là, des étrangers donc de France, sauf s'ils sont juifs, pour une raison ouais, qui m'échappe un peu, mais disons c'était très très libéral effectivement. Si la plupart des Français pouvaient s'établir en Suisse, avaient le droit de s'établir en Suisse juste comme ça. Ouais. et avec ça, on a des gros problèmes pour conclure des traités de commerce. Donc, il y avait déjà quelques milieux qui disaient il faut qu'on supprime cette clause parce que ça nous pose problème. Mais il y avait une très très forte résistance et c'est vraiment la pression massive des États étrangers, États-Unis, Grande-Bretagne, dans les deux négociations des traités que j'ai évoqués, on a cette question qui pose problème. Et puis après, la France, là, c'est carrément un ultimatum, c'est-à-dire il n'y aura pas de traité si vous ne changez pas le statut des Juifs français. Parce que nous, on ne veut pas discriminer certains de nos citoyens. Et donc là, les Suisses doivent lâcher prise. Et finalement, il y a la conclusion de ce traité très très important en 1864 avec la France. Et quand vous dites là, donc le deuxième enseignement, c'est cette multiplicité des parades. Cette multiplicité, elle est émergente comme ça, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il peut, et puis ça émerge. Finalement, il y a des tas de solutions parce qu'il y a des tas de gens, etc. Ou bien est-ce que c'est pensé, il y a une sorte de stratégie globale de la multiplicité des parades à mettre en œuvre? Non, parce que ça évolue au cours du temps en fonction des configurations. Donc, c'est pas exactement les mêmes solutions pour le choc protectionniste du début du 19e siècle, de la fin du 19e siècle et de l'entre-deux-guerres. Un peu les trois grands chocs que la Suisse a vécu. Donc, à chaque fois, on adapte les solutions à la fois à la structure de l'économie du moment, à l'attitude des grands partenaires. On a par exemple pu profiter de la Grande-Bretagne parce qu'elle était d'accord. Elle était d'accord que la Suisse soit un junior partner et puis que quand on ouvre, par exemple, le Moyen-Orient au commerce anglais, ils sont d'accord que les Suisses viennent s'établir. Et ils sont même des fois d'accord de protéger les marchés en Suisse parce que la Suisse n'a pas, par exemple, de consulat. Et c'est la même chose avec tous les grands empires de la fin du 19e siècle. On procède la même chose avec, par exemple, les Hollandais en Indonésie.
Les planteurs suisses en Indonésie sont protégés par l'armée néerlandaise. Et les Suisses collaborent, il y a des mercenaires suisses qui collaborent avec ces troupes et puis qui répriment des soulèvements d'indigènes. Donc cet alignement sur des grandes puissances impériales, elle était vraiment très forte à la fin du 19e. On peut se poser la question si, dans la situation actuelle, avec la réaffirmation de, en tout cas, trois empires qui seraient la Russie, la Chine et les États-Unis, on va pouvoir bénéficier d'un tel statut, ou bien c'est pas tellement le cas, il semble, parce que les États-Unis sont assez durs avec la Suisse. La Russie également, on est avec la guerre en Ukraine, et puis peut-être la Chine, c'est un peu plus jouable avec ce qu'on appelle les routes de la soie. Dans quelle mesure la Suisse peut jouer un rôle commercial et financier dans ce mouvement, je connais pas assez la situation pour l'évaluer. Oui, donc une multiplicité de parades, mais quand même la difficulté de trouver quelle est la meilleure combinaison pour nous, disons. Ah, c'est à chaque fois, c'est un processus pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. On a aussi pratiquement toujours évité d'arriver à l'affrontement, à la rétorsion, à la guerre douanière. Il y a eu un seul cas de guerre douanière de la Suisse, c'est contre la France entre 1893 et 1895. Parce que là, on avait vraiment les moyens, je dirais, de lutter contre la France et contre son tarif Méline très protectionniste de 1890. Et on a gagné la guerre douanière en 1895. Mais c'est la seule fois où vraiment on s'est profilé dans un affrontement douanier. Sinon, la plupart du temps, on a toujours plutôt essayé la collaboration, la temporisation également. On peut se dire, bon ben voilà, Trump, c'est encore 2 ans, 3 ans, et peut-être ça va changer si tout d'un coup les démocrates reviennent au pouvoir. Donc, effectivement, les Suisses doivent aussi s'adapter, trouver des solutions. C'est jamais une seule solution, c'est plutôt toujours un bouquet de mesures et de stratégies. Eh bien, merci. Je crois on va terminer sur ces mots, à moins que vous aviez quelque chose que vous voulez rajouter. Non, non, je crois on a passablement creusé la question. Je remonte encore donc le livre que j'ai utilisé pour préparer cette émission. Donc, ça va de 1813 à 1857. Vous en avez aussi écrit un autre, la suite. Je vous montre la thèse. Oui, vous pouvez montrer la thèse. Voilà. Elle est obtenable. Peut-être mettez-la un peu plus à droite. Elle était chez Lang. Là, on la voit mieux, ouais. Voilà. Elle a été publiée chez Lang. Je dois vous avouer que je me suis jamais intéressé récemment de savoir si, mais je pense qu'elle doit être encore, Mais en général, ça doit être encore sous le marché, mais je suis pas sûr. En tout cas, dans les bibliothèques, ça devrait figurer. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci Au à vous. revoir. Au revoir.